up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Nouvel épisode aujourd'hui avec un invité spécial. Très reconnaissante de vous présenter Pierre Bouillon qui était avec nous virtuellement. Avant de te souhaiter officiellement la bienvenue, je veux donner un peu de contexte aux gens qui nous écoutent. Donc, moi et Pierre, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix, mais ça fait longtemps qu'on est connectés sur Facebook, puis on s'est échangé plusieurs messages, ça fait une couple d'années quand même, et j'ai toujours vraiment aimé lire tes posts, tes petites réflexions du dimanche que tu publiais aussi. Oui, ça, hein? Bon, tu travailles avec des athlètes, on va parler aussi de ton parcours, l'hypnothérapie. Donc, ça, c'est vraiment complémentaire à moi, la façon que je coach. Je pense qu'on a des philosophies aussi de vie, de coaching, d'accompagnement, d'aider les gens qui sont très, très similaires. Fait que bref, je suis très reconnaissante de te recevoir sur le podcast. Officiellement, bienvenue Pierre, merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour Claudia. Puis oui, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Yes, on va avoir une belle conversation, je pense, qui va amener des belles prises de conscience, des outils pour les gens qui sont à l'écoute. Mais avant de rentrer là-dedans, moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu as le titre de hypnothérapeute, entre autres. Tu peux nous expliquer aussi avec quel genre de clientèle tu travailles, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ça professionnellement? Écoute, moi, j'étais en relation d'aide à la base, donc j'avais une clientèle, puis c'est comme un peu des collègues à moi qui m'ont amené l'aspect de l'hypnose comme outil thérapeutique. Fait que j'avais jamais même pensé faire ça, moi, tu sais. OK. Donc, puis c'est des gens que je connaissais qui donnaient la formation. Fait que tout de suite, puis déjà dans mes stages, je voyais l'efficacité de l'outil thérapeutique, puis je connais que dalle, là. Je connais même pas ça encore, puis je me dis, my God, c'est bien hot, cet outil-là, tu sais. Ouais. Puis il me parlait beaucoup parce que c'est un outil qui est efficace, qui va droit au but, puis c'est un peu dans ma personnalité aussi. Fait en plus de ça, ben j'ai comme eu accès à des formations avec des psychologues américains qui, tu sais, sont très American Way. Ouais. Fait que naturellement, ça m'a dirigé vers ce genre d'approche-là, parce que ça va être de l'hypnose, il y a toutes sortes de façons de faire de l'hypnose. Mm-hmm. Donc, j'ai comme trouvé ma zone à moi, puis j'ai tombé dedans naturellement. Puis l'hypnose, c'est un outil thérapeutique qui fait appel au sens puis à la créativité. Puis moi, je suis un TDA, hein, donc je suis très créatif. Mm-hmm. Donc, tout dans ma tête fonctionne par pièce de théâtre, moi. Fait que tout de suite, j'ai été à l'aise avec l'outil thérapeutique. Puis après ça, ben la vie a fait le reste, là, tu sais. Puis ça, veut pas, dans ma personnalité que moi j'avais, puis avec mon outil thérapeutique, ça l'a un petit peu naturellement amené une clientèle cible sans que je la force tant que ça. Fait que c'est pour ça que je me suis retrouvé à être consultant en préparation mentale. Puis tu sais, ça, c'est un mot qu'on associe beaucoup aux athlètes, puis c'est vrai, tu sais, j'ai des ateliers dans des sports-études puis tout ça, puis j'adore ça. Mais il reste que pour moi, un athlète, c'est quelqu'un qui performe. Donc, tu sais, je travaille avec des gens qui font de la télé, de la radio. Pour moi, je les traite comme des athlètes, puis c'est ce qu'ils aiment, parce que c'est des performers, ces gens-là. Mm-hmm. Et ça, gratte un peu plus large, ben, tu sais, un avocat, un médecin, pour moi, c'est tous des athlètes. Ah ouais. Parce qu'ils doivent performer dans ce qu'ils font, tu sais. Après ça, comment mon outil thérapeutique peut éliminer les schémas les schémas de comportement qu'on voit souvent de perfectionnisme ou d'anxiété de performance qui sont associés à cette performance-là. Fait que moi, j'empêche pas les gens de performer. Au contraire, mes clients, ils veulent performer. On fait juste tasser ce qui nuit à ce que ça soit sain, tout ça. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que c'est... Puis parce que c'est une pièce de théâtre dans ma tête, ben tu sais, justement, je faisais le calcul dernièrement. J'ai à peu près, je te dirais, près de 25 000 consultations en arrière de la cravate maintenant, tu sais. Wow! Félicitations! C'est toujours...
c'est toujours un recommencement. Fait que tu te tannes pas. C'est comme toujours une nouvelle pièce de théâtre à chaque fois. Faut juste que tu prennes conscience de ça. Fait que tu peux pas te tanner d'une nouvelle pièce de théâtre. Fait que ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je pense. Non, c'est un super beau parcours. Puis, tu sais, je veux qu'on parle un peu de la performance, puis après ça, on reviendra à l'hypnose pour peut-être défaire certains mythes, tu sais, parce que, je veux dire... Il y en a encore. De moins en moins, mais t'as raison, il y en a encore. Exactement. Mais avant de reparler de ça, pour toi, Pierre, c'est quoi la définition de performance? Puis, je te demande ça parce que moi, j'adore ce mot-là, mais j'ai dû le redéfinir plusieurs fois dans ma vie. Et il y a certaines personnes qui ont une connotation négative à ce mot-là ou que juste le mot performer, automatiquement, ça leur ajoute de la pression. Et moi, j'ai envie de démystifier un peu ce mot-là ou d'amener peut-être une nouvelle définition parce que on peut voir ça comme une source de inner drive à s'améliorer, évoluer, avoir un impact, tu sais. Fait que toi, c'est quoi ta définition de la performance puis comment tu la vois positivement? T'as tellement raison, Claudia, là. Que moi, j'écrivais des articles dans un magazine en France, un magazine sur la santé. Puis ces gens-là, ben, tu sais, moi, je suis pas un écrivain, là, fait que j'y allais comme un peu intuitivement, puis je m'amusais à faire ça, puis ils recadraient toujours mes choses. Puis ça me dérangeait pas, moi, c'est pas mon travail, ça, puis ça me dérangeait pas, tu sais. Jusqu'au jour où le rédacteur en chef, je fais un article sur l'anxiété de performance, puis le rédacteur en chef, il m'écrit, puis il me dit: ouais, Pierre, tu sais, du coup, est-ce qu'on peut appeler ça de la non-performance? Puis c'est la première fois que j'ai levé la main, j'ai dit non, tu touches pas à ce mot-là. Il est important parce que c'est pas la performance le problème, c'est l'anxiété qui est liée à la performance. Fait que pour répondre à ta question, pour moi, la performance, c'est simplement de faire de son mieux à la hauteur de son potentiel. C'est tout. Le reste, ce qui nuit à ce mouvement-là de la performance du geste, c'est soit ton vécu émotif par rapport aux choses qui sont arrivées avant ou le résultat que tu vas atteindre. Fait que si ton attention est prise sur le résultat, ça veut dire que là, tu es dans l'ego. Tu n'es plus dans le mouvement de la performance puis de ce que tu as à faire. Donc, que ça soit de plaider en cours, que ce soit de faire une chirurgie ou de faire une compétition de patin, c'est la même chose, tu sais. Ouais. Ou même d'être maman. Tu sais, j'ai beaucoup de femmes qui m'écoutent, beaucoup de mères de famille, tu sais. Puis de performer en tant que maman, ça, on fait comme, ben là, il faut que je sois parfaite. Mais non. Tu sais, ce que j'entends dire, c'est peut-être que la maman parfaite d'aujourd'hui, elle s'est vachée sur son sofa puis elle s'est reposée. Puis c'était performé dans son repos, tu sais. Exact. Dans le mouvement, exactement. Tu sais. Puis ce qui génère cette anxiété-là de performance, surtout qu'on est dans un monde où c'est facile de se comparer parce qu'à cause des réseaux sociaux et tout ça, là, on reçoit une image de ce que tu devrais être ou ce que tu devrais faire pour être une bonne maman. Mais la façon que je présente la préparation mentale à mes athlètes, c'est 3 étapes. Puis tu peux pas faire la deuxième si tu n'as pas la première. Puis ça te prend la troisième pour faire la deuxième. Puis la première, c'est déterminer sa propre valeur comme personne. Ça veut dire connais-toi toi-même. Après ça, si ta valeur est déterminée, puis tu fais les choses en fonction de ce que tu es, ben ça va être beaucoup plus facile parce que tu peux pas faire ce que t'es pas habilité à faire. Tu sais. Fait que si quelqu'un vient dans mon bureau, puis c'est un joueur de curling, puis moi je viens en hypnose, je dis hey, à partir de maintenant, tu vas faire des doubles axels. Ben il en fera pas plus de doubles axels s'il n'y a pas le talent pour le faire. Tu sais. C'est ça, exactement. Connais-toi toi-même, tu sais. Après ça, c'est une question de se connaître puis de rythme. Simplement, tu sais. Puis comment on fait pour se connaître, la vraie personne essence qu'on est en dessous de ces conditionnements-là, puis en dessous de ces étiquettes de perfectionniste-là, puis de overachiever-là? C'est quoi des choses au quotidien qu'on peut faire ou des réflexions qu'on peut avoir pour vraiment se connaître, là? Mon Dieu, t'es deep ce matin, Claudia. Écoute, c'est des conversations awesome sur le podcast, Pierre. On y va. C'est ce que je me rends compte. J'ai besoin d'être prêt. Mais t'es chanceuse parce que je viens de donner ma conférence sur le stress au travail. Ça parlait un peu de ça parce que tout ça, c'est bien cute à dire, c'est bien romantique, mais comment le faire pour bien, tu sais? Fait que c'est toujours, pour moi, en tout cas, là, c'est juste très personnel, là, c'est d'être en mesure de voir la distinction entre son ego et son intuition. C'est toujours ça, parce que l'ego, si on le voit de façon non pas péjorative, parce qu'on a tous un ego, l'ego, c'est le résultat de notre vécu émotif. Ça crée une image, puis on veut soit répondre à cette image-là, ou on veut protéger cette image-là au regard des autres.
Exact. Puis on en a besoin, là, je veux dire, si on n'avait pas d'ego, il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait, là, tu sais. Fait que... Si on fait juste les choses en fonction de notre instinct, ben on va brûler des stops parce que nous, on pense que c'est correct. Non, notre ego nous dit, ben parce qu'on veut être bien vu par la société, on va le faire, notre stop, tu sais. Exact. On veut pas éliminer l'ego, mais on veut juste un peu la tasser pour laisser place à l'intuition. Fait c'est là que tu peux voir, est-ce que ma valeur comme personne, elle est solide ou bien je veux protéger cette image-là. Puis, la façon de voir la différence un peu entre l'ego et l'intuition, ben, il y a les mécanismes de défense, là, tu sais, d'anxiété de performance, mon Dieu, le terme m'échappe, là, mais de l'agressivité passive. Donc, ça, c'est notre ego qui va nous faire réagir comme ça. Fait que déjà, tu peux vite le voir. Mais la grande distinction à faire entre l'ego et l'intuition, c'est la notion de temps. Parce que l'ego est conscient de sa finitude. Fait qu'il sait qu'il y a une fin. Fait qu'il est pressé par le temps. Fait qu'il veut atteindre un résultat, puis le résultat, il se définit par le résultat. L'intuition, non. L'intuition ne fait pas les choses pour les réussir. Elle a fait les choses pour les faire. C'est l'ego qui veut réussir les choses. Ouais. La minute qu'on catch ça, puis qu'on le ressent, parce que c'est là que mon outil thérapeutique, qui est l'hypnose, entre en ligne de compte, c'est que c'est bien, encore là, c'est bien beau à dire, mais si tu peux remplacer cette notion-là par une sensation, puis que tu amènes la sensation dans la performance, ça change tout. Ça change tout parce que tu ressens pas la pression du résultat, parce que le résultat est dans le futur. Fait que déjà, t'es pas à la bonne place, tu sais. Exact. Fait que revenir dans le moment présent, faire la distinction avec son ego, son intuition, c'est des façons de se connaître sa valeur, puis d'aller de l'avant avec ça, là. Si ta valeur est déterminée comme personne, ben là, tu peux passer à la deuxième, qui est l'intensité de l'attention sur ce que tu fais. Fait que plus tu es présent à ce que tu fais, plus tu es déconnecté du résultat de ce que tu fais. Quand tu fais ça, tu te mets pas à te foutre du résultat, là. Il va venir autrement. T'sais, au contraire, tu vas avoir un meilleur résultat s'il y a lieu. T'sais. Puis s'il n'est pas là, ben, au moins tu fonctionnes à la hauteur de ton potentiel parce que moi, comme je dis souvent, j'ai beau dire à partir de maintenant, je veux marquer 50 buts dans la Ligue nationale de hockey, puis je travaille fort, j'y arriverai pas plus. Je suis pas ça, j'ai pas le talent pour le faire. Fait que ça me donne à rien de faire ça, tu sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, je pense que de se ramener dans le moment présent aussi, puis d'apprécier chaque étape vers l'atteinte de ce but-là, ben la performance ne devient pas un but ultime dans une semaine, un an. C'est ça. Puis on revient à l'ego qui est notre identité aussi, tu sais, c'est la personne que tu deviens dans le cheminement vers ce but-là. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on évolue, tu sais, puis je pense pas qu'on se rend jamais à notre plein potentiel parce qu'il y a toujours des couches de plus, là, tu sais. Mais au niveau, tu es à ton plein potentiel au moment où tu le fais. Puis après ça, tu continues à travailler, ben oui, ton potentiel il peut augmenter, c'est sûr, tu sais. Mais t'essaies pas d'être ce que t'es pas au moment où tu l'es. Sinon, c'est comme si t'essayais de marcher, mais t'as les deux jambes cassées. Ben non, là, ça va te prendre des béquilles pendant un bout de temps, puis le maximum de ton potentiel, c'est ça là. Ouais. T'sais. Mais c'est ça, j'aime que tu ramènes à comme le ici, maintenant, tu sais, parce que c'est ça, des fois on se projette ou même si on ramène ça avec les émotions, tu sais, je vais être heureuse quand je vais atteindre ça, ou quand je vais avoir plus d'argent, ou quand je vais être dans la relation de mes rêves, ou quand je vais être en voyage, mais comme, c'est dommage de vivre la vie comme ça, là. Ouais, c'est ça, parce que t'es comme sur la voie de service de ta vie, là, pour faire une image, là. Moi, je fonctionne tout le temps par image. Oui, je vois la pièce de théâtre dans ta tête, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es une autoroute, c'est ton destin. Sois ce que t'es supposé d'être. Fait que si t'es dans l'espérance de tu sais, là, quand je dis ça, des fois, les gens m'aiment pas bien parce que ça enlève quelque chose. Mais moi, j'ai toujours dit que l'espoir, c'est une anxiété soft. Parce que l'espoir, c'est d'espérer quelque chose qui est dans le futur. Fait que c'est pas mauvais, là, la personne qui va s'entraîner à tous les jours, ben c'est sûr que elle fait ça pour atteindre un but. Fait que je comprends ça. Mais dans le mouvement de l'éliminer, c'est là que tu vas être bien dans le moment présent, tu sais. Parce que tu élimines même l'aspect de l'espoir. Parce que tu vas être bien là. Tu veux pas juste être bien quand tu vas atteindre cette chose-là, tu sais. Exactement. Et l'hypnose peut nous aider avec tout ça. Donc, qu'est-ce que l'hypnose? Comment ça fonctionne? Défaisons le mythe que tu vas faire faire à tes clients, tes patients, je sais pas le terme que tu utilises, là, la poule sur un stage, là. Regarde-moi dans les yeux et maintenant, sleep. C'est ça. Ah, ça marche pas, hein. D'un point de vue clinique, là, l'hypnose, là, c'est simplement de faire appel à notre cerveau limbique, au cerveau sensoriel. Donc, on a le lobe préfrontal qui c'est notre cerveau qui nous fait réfléchir, donc qui nous fait analyser les choses. L'hypnose, c'est juste un peu de tasser ça, puis de mettre le système limbique en évidence parce que
dans le système limbique, c'est lui qui se souvient des choses, tu sais. Donc, tout ce que tu te rappelles dans ta vie, que ce soit un événement ou une émotion ou une sensation, est enregistré dans le cerveau limbique, puis le subconscient se réfère à ça pour fonctionner. Ouais. Fait que ton subconscient fonctionne pas avec ce que tu veux. Il fonctionne avec ce qui a été programmé. Fait que t'as beau le vouloir, comme je disais tantôt, c'est ta programmation qui va un peu le déterminer. Fait que lui, il se réfère à ça pour atteindre son objectif, tu sais. Donc, c'est l'idée de mettre ça en évidence pour changer une croyance. Fait que, tu sais, on parle de grande philosophie de vie, là, mais moi, je travaille des choses beaucoup plus simples que ça. Tantôt, je te parlais de la phobie des ponts. Ben, elle a beau savoir que la personne, que c'est pas dangereux un pont, parce que tout le monde prend le pont, là, tu sais, c'est pas des suicidaires, ces gens-là, là, tu sais, ils prennent pas une chance, là, ils sont convaincus qu'ils sont en sécurité, donc ils prennent le pont. Si le cerveau limbique croit qu'il est menacé, c'est beaucoup plus rapide que la pensée. Fait que notre pensée nous sert juste à apaiser une peur qui est déjà installée c'est des millisecondes, là, tu sais. Donc, l'hypnose, ça sert à tasser cet aspect-là pour aller directement où, dans le cerveau limbique, l'amygdale est déclenchée face à une situation que le cerveau considère comme menaçante. Donc, on met ça en évidence. Puis comment qu'on peut changer la croyance? C'est par le biais de notre imaginaire, nos sensations, nos émotions. C'est pour ça que je te disais que moi, j'étais un peu ça. Fait que c'est pour ça que je te dis pas que c'est facile, puis tu sais, c'est difficile, mais de le faire de cette façon-là, c'est qu'au lieu de le comprendre, parce que la plupart des gens qui viennent dans mon bureau, ils comprennent, là, ils sont pas fous. Ils ont peur quand même. Ou bien ils sont stressés quand même, ou ils ont la pression quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond en eux. Donc, c'est de l'installer par le biais du sensoriel. Tout ce qui est sensoriel est une instruction pour le cerveau limbique. Fait que, en gros, c'est un peu ça. Après ça, c'est l'expérience qui va amener la personne à aller dans cet état-là pour que le cerveau soit réceptif à accepter une idée, tu sais. Puis la façon technique de le faire, c'est de ralentir les ondes cérébrales. Fait que c'est pour ça que souvent que les gens associent l'hypnose au sommeil, parce que c'est le même principe que le sommeil. Mais évidemment, moi, je veux pas que mon client dorme, parce que sinon, il dort. Fait que là, je suis un peu à rien, moi. C'est une sieste, là, tu sais. Fait que c'est pas ça. De la même façon que c'est pas une perte de contrôle. Je pourrais pas dire à quelqu'un quelque chose qui veut pas entendre ou qui veut pas faire. Parce que même les gens qui font dans un show d'hypnose, puis souvent les gens ils disent « Ah, mais ça, c'est pas vrai. » Faux, c'est très vrai. C'est juste que eux sont très, très réceptifs à l'hypnose. Ça veut dire que leur imaginaire est tellement fort que si moi, sur un stage, à partir de maintenant, t'es des montagnes russes. Ben lui, son imaginaire est tellement fort, puis il ressent que soudainement, là, il se met des montagnes russes. Il sait qu'il l'est pas. Mais son imaginaire est tellement puissant que, mais toi, de l'extérieur, tu as l'impression que j'ai transporté des montagnes russes, mais pas tant que ça, tu sais. C'est juste que son imaginaire est plus fort qu'un autre. C'est tout. Mais c'est le même principe en hypnose clinique. Fait que c'est le même processus, tu sais. On veut changer une croyance par une sensation puis une image, plus que par une conviction. Ben, elle va devenir une conviction, mais juste parce que je te dis, à partir de maintenant, t'as plus peur de traverser les ponts. Ben, c'est sûr que ça marche pas parce que tu vas vouloir analyser ça, mais ça ne changerait rien dans ton cerveau limbique, par exemple. Exact. Puis on peut faire des affaires parce que là, je te parle des ponts. À la limite, déjà, on peut le comprendre, mais j'ai des fois c'est pour te montrer comment le cerveau fonctionne, tu sais. C'est tellement complexe. Puis, tu sais, moi, je suis pas neurologue, là, mais que je reçois des gens qui ont des phobies qui ont aucun sens, là. À la limite, ils sont gênés de me le dire. Et puis moi, ben, comme ça fait longtemps que je fais ça, fait que il y a rien qui me choque, là. Fait que j'ai vas-y, là. T'as tout vu, tout entendu. Ben, même si la perception est niaiseuse, la sensation est vraie. Fait que si t'as peur pour vrai. Fait que je peux pas juger de ta peur, moi. Fait qu'elle est vraie. Ben, pourquoi qu'elle est vraie? C'est parce que ton cerveau, lui, le considère comme dangereux, même si toi, tu trouves ça niaiseux, tu sais. Fait que déjà là, ça désamorce tout, puis on règle l'affaire, tu sais. Absolument. Puis, ça vient d'où cette programmation-là? Comment on se ramasse avec ces programmes-là, puis ces conditionnements-là? Puis, bon, je sais que ça part très, très tôt dans la vie, mais comment ça se crée tout ça, là? Ça peut, ou non. C'est pour ça que, même dans ma pratique, puis tu sais, je vais plus là parce que je perdais mon temps un peu. C'est-à-dire que oui, on est le résultat de notre vécu émotif. Donc oui, ça peut être causé par notre ADN, parce que quelqu'un qui a une propension à faire des dépressions plus facilement qu'un autre, ça peut venir de sa génétique. Fait que ou même juste l'anxiété, tu sais. Ah oui, j'ai une mère anxieuse, donc veux pas. Non seulement il y a le mimétisme, donc je l'ai vu toute ma vie, mais je l'ai un peu dans mes gènes. Fait que si elle a dans ses gènes, là, j'ai beau retourner dans son passé, là, je perds mon temps. On veut comme installer
on veut que le cerveau croie à une nouvelle sensation, puis qu'après ça, la sensation s'associe à un nouveau comportement. Puis soudainement, ben, tu sais, moi, ce que je reçois le plus, c'est des gens qui font des crises de panique. Mm. Donc, des fois, il y en a une raison, des fois, il y en a pas. Puis des fois, il y a des crises de panique pour une raison très particulière. Genre, à chaque fois que je vais au restaurant, là, mon cerveau s'emballe. Fait qu'il veut plus aller au restaurant. À chaque fois que puis à un moment donné, ben, ils font une crise de panique chez eux dans leur salon. Fait que là, ils font Colin, je suis même plus capable d'être bien tout seul chez nous, là, tranquille dans mon salon. Là. Puis c'est souvent là que je vais les voir. Fait que ça veut dire qu'il y en a pas nécessairement tout le temps de déclencheur. Ça OK. peut être un mécanisme un peu dans le système nerveux qui s'enclenche facilement. Mais ça se règle, ça se règle. J'ai pas la prétention de rien guérir. Puis l'anxiété, c'est pas une maladie, c'est un trouble. T'sais, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous habite tout le temps. Fait que s'il nous habite au niveau 1, ben c'est l'anxiété normale qu'on a tous pour fonctionner. T'sais. Mais si tu es à 8 tout le temps, ben tu es tout le temps proche de ta crise de panique. Fait que si on est capable de baisser à 3, ben même si tu es de nature anxieuse, tu le montes à 5, ben t'en feras plus. T'sais. Mm-hmm. C'est un peu comme ça que je l'aborde. Parce que Ouais. il faut quand même être humble dans tout ça. Là, t'sais. L'hypnose, c'est pas de la magie. Là, t'sais. Ouais, non, exactement. C'est un outil, c'est une modalité, tu sais, qui gagne à être utilisée en collaboration avec autre chose qu'on fait dans notre quotidien, tu sais. En effet, en effet. Tu sais, la fameuse santé holistique là, qu'on met de l'avant. Ouais. C'est quoi la différence entre le subconscient, que lui, on dit souvent, il se fait programmer de 0 à 7 ans, il enregistre tout, il est responsable de nous garder en sécurité, il automatise comme 95% de nos comportements à l'âge adulte, etc., etc. On enregistre ça beaucoup des choses qu'on observe, qu'on expérimente, qu'on entend quand on est jeune. Tu sais, 0 à 7 ans, c'est souvent la période qu'on entend. Donc, c'est quoi la différence entre ça puis la partie du cerveau avec laquelle tu travailles, le système limbique ou le cerveau limbique que tu mentionnais? Le subconscient, là, c'est encore très nébuleux, cette chose-là. Tu sais. Puis moi, j'avais donné une conférence au Congrès mondial d'hypnose, puis je parlais avec des grands psychiatres qui sont des spécialistes de l'hypnose, puis ils s'ostinaient encore. OK. Continuez à vous ostiner. Moi, je vais continuer à faire ma job. Fait que, tu sais, tout n'est pas en fait... Un peu ensemble, puis c'est nébuleux. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, comme la notion de la différence entre le subconscient et l'inconscient. Fait que, je me suis fait un peu ma propre définition, mais elle ne vaut la valeur que je donne seulement, là. Mais pour moi, le subconscient, c'est la partie du cerveau qui va générer les automatismes. C'est ça. Donc, évidemment, si tu as appris quelque chose étant plus jeune, il va s'intégrer parce qu'il y a une émotion qui est liée à ce que tu as vécu. Fait que c'est ça qui le génère dans la mémoire parce que les choses qui n'ont pas d'émotion ou c'est pas sensoriel, ben le cerveau l'oublie. Ben ça peut être encore là, mais tu sais ça nous influence pas. Ouais. Donc si cette émotion-là, puis ça va dans le présent, ben là ça devient un automatisme. Fait que faut plus le voir comme ça parce qu'il y a des automatismes banals comme marcher, tu sais. Ouais, exactement. Souvent, cet exemple-là, tu sais, on n'a pas toujours su marcher, mais puis au début, c'est très difficile. Master, le subconscient, le cerveau l'a tellement bien... Tu ne serais pas capable de penser à tous les muscles que tu as besoin pour faire un pas. Là. Impossible. Le subconscient peut faire ça parce que lui peut faire 50 000 affaires en même temps. Exact. C'est tellement puissant, cette zone-là, que c'est même pas... On n'a pas encore tout trouvé tout ce que ça peut faire ou pas faire, tu sais. Donc, ça s'imbrique dans des automatismes comme ça, soit par un traumatisme ou, tu sais, quand tu dors, là, t'es pas mort, hein. Ça veut dire que c'est ton subconscient qui te garde en vie parce qu'il te fait respirer. Fait que c'est pas conscient, c'est lui qui fait battre ton cœur, c'est lui qui fait circuler le sang. Fait qu'il faut vraiment le voir comme ça, comme quelque chose d'un peu plus basique, là, tu sais. Je comprends. Ouais. Puis après ça, ben, ces traumatismes-là qu'on parle, qui amènent l'anxiété de performance, ben, c'est un peu la même chose. Fait qu'on veut automatiser quelque chose. Un peu comme si j'arrête quelqu'un de fumer. Moi, je prends souvent cet exemple-là, puis les gens, là, ils ont peur d'arrêter de fumer, ils rentrent dans mon bureau, puis là, parce que pour eux autres, là, ça va être tellement stressant d'être non-fumeur, puis je dis, pourquoi tu serais stressé de quelque chose que tu feras plus? Fait que t'as pas besoin de talent pour plus faire quelque chose. Là. C'est tellement une bonne question, ça. J'adore ça. Pourquoi tu stresses pour quelque chose que tu feras plus? Puis la réponse à ça, c'est que le subconscient est entraîné à le faire. Fait que lui, c'est ça qui est relaxant. De pas le faire, c'est ça qui est stressant. Puis ça devrait être le contraire. C'est la cigarette qui le tue. C'est ça qui devrait être stressant. Non, le subconscient ne tient pas compte de ça. Lui, il reçoit une instruction, il applique l'instruction. Il juge pas. C'est le lobe préfrontal qui juge. C'est pour ça que dans un show d'hypnose, puis je fais souvent ce lien-là,
tout est possible. Puis même dans mon bureau, tout est possible parce qu'on exploite l'imaginaire de quelqu'un. Fait que des fois, je vais améliorer une situation que je comprends pas pantoute, là. Tu sais, je pourrais te donner des exemples. Mais tu sais, si dans un spectacle d'hypnose, je dis à partir de maintenant, tu combats un dragon. Puis si le système limbique peut se représenter un dragon, parce qu'un dragon, c'est facile, là, ça a des écailles, ça garoche du feu, là. Tout le monde sait c'est quoi. Mais personne ne m'a jamais vu un, par exemple. Ça existe même pas. Mm. Il peut le voir, il combat un dragon. Fait que ça n'a même pas besoin d'être vrai pour être vrai. Comme l'anxiété. On a peur de quelque chose qui n'est pas devant nous parce qu'on l'imagine. Tu sais. C'est la même affaire. Mm-hmm. Puis est-ce que la visualisation, puis l'imagerie mentale, puis de se visualiser, performer, atteindre ses objectifs, c'est-tu aussi un peu comme ça que ça fonctionne, que le cerveau arrive pas tant à faire la différence entre qu'est-ce qui arrive là dans le moment présent ou qu'est-ce qui est, mettons, une visualisation future, puis si en plus tu mets des émotions avec de la fierté, de l'accomplissement, ben c'est ce qui fait que c'est puissant ou? Exactement. C'est un peu l'état d'esprit. Fait que quand je vais faire visualiser un solo à une patineuse, je vais essayer d'amener l'état avant. Parce que c'est pas ce qu'elle va faire qui est important, c'est l'état dans lequel elle va le faire. Exact. C'est lui qu'elle veut mémoriser, tu sais. Puis après ça, j'ai d'autres trucs pour qu'elle puisse comme se reconnecter à cet état-là pour qu'elle puisse performer à la hauteur de son potentiel. Mais tu sais, la visualisation, c'est bien tant qu'on est capable d'y associer un état d'esprit puis une émotion ou une sensation. Ouais, je pense que c'est là qu'il y a une lacune souvent. Les gens, ils vont dire à chaque matin, je me visualise atteindre tel objectif, avoir une promotion au travail, rencontrer l'homme de ma vie, être en vacances, je sais pas trop où, mais ça arrive pas, fait que ça marche pas, tu sais. Mais c'est ça, c'est de se mettre dans l'état comme si tu étais déjà là, que c'était déjà atteint. Ben oui puis non. Laisse-moi mettre un bémol. Parce que ce que tu viens de me dire là, c'est de visualiser le résultat. Moi, je fais jamais ça. Je ne demande jamais à un athlète de se visualiser sur le podium avec la médaille dans le cou. Jamais. Je veux qu'il visualise le mouvement, ce qu'il a à faire pour l'atteindre. Puis ça viendra comme ça viendra. Fait que je visualise jamais le résultat de quelque chose. Fait que si, oui, tu veux rencontrer quelqu'un puis tu vas avoir un chum, ben visualise-toi dans un café en train de jaser à quelqu'un. Visualise-toi, faire ce qu'il y a à faire, d'aller dans une activité qui t'intéresse. Puis te sentir, mettons, ouverte, puis flirty, puis en confiance. OK, c'est intéressant. Exactement. Ouais. Super. Puis, parce que les résultats, on le contrôle pas, tu sais. S'il y a une chose qu'on contrôle pas dans tout ça, c'est le résultat. Exact. Fait que tu peux pas visualiser quelque chose que tu contrôles pas. Mais le mouvement, lui, tu le contrôles. Tu peux les actions que tu vas faire. Exactement. Ouais. On va tout visualiser différemment à partir de maintenant. Merci, Pierre. Ça fait plaisir. Tu as mentionné effectivement qu'on associe souvent le sommeil, tu sais, à cet état-là vraiment relax, quand on dort, le subconscient, il prend le dessus. Est-ce qu'il y a une façon de s'hypnotiser un peu nous-mêmes, soit, mettons, avant d'aller dormir ou au réveil, quand justement le subconscient est un petit peu plus présent pour que ça soit plus efficace? La réponse est oui. Comment on fait ça? En fait, c'est tellement simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Fait que je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est pas compliqué parce que il y a une règle universelle qui est associée à l'hypnose, puis après ça, tu peux l'associer à ton sommeil parce que c'est la même chose. C'est que tu peux pas être dans ta tête puis dans tes sensations en même temps. C'est un ou l'autre. Le cerveau peut pas faire les deux. C'est un ou l'autre. Puis l'idée d'aller dormir, c'est de ralentir les ondes cérébrales pour que tu passes de bêta, alpha, theta, oméga. Tu sais, fait que tu veux ralentir les ondes cérébrales jusqu'à ce que tu tombes dans le sommeil. L'hypnose, c'est le même principe. Mais quand Hypnose, on est en theta. Excuse-moi de t'interrompre. Hypnose, on est entre alpha puis theta. OK. Puis quand on dort, on est rendu vraiment dans oméga. Plus bas. C'est delta, je pense. OK. Pour le sommeil. Donc, mais ce qui va t'y amener, c'est le fait de sortir de ta tête. Ça veut dire de te connecter sur ce qui est sensoriel. Donc, ça veut dire, tu sais, on parle de la respiration. Donc, c'est pas tellement oui, de mieux t'oxygéner, on s'entend que c'est une bonne chose, là. Mais de sentir le mouvement de ton ventre, ben ça, c'est une sensation. Fait que c'est physique parce que c'est musculaire. Fait que si tu sens le mouvement, déjà là, t'es plus dans ta tête. Tu peux pas être dans ta tête puis dans cette attention-là que tu portes au mouvement, tu sais. C'est très facile à concevoir, puis c'est facile à décrocher aussi. C'est pour ça que c'est pas si facile à faire. Mais tu sais, je donne ça comme exemple, tu es dans ton auto, puis tu écoutes la radio parce que c'est intéressant, puis à un moment donné, tu te mets à penser à quelque chose, puis là, tu n'entends plus la radio, là. Tu pourrais pas répéter ce qu'il dit pendant 2 minutes que tu es dans ta tête. Ben, c'est pas parce qu'elle s'est éteinte, là. C'est parce que tu n'es plus là. C'est ça qui nuit au sommeil. Puis à un moment donné, bon, il te met à se parler de quelque chose qui t'intéresse, poum, tu reviens dans le présent.
Tu reconnectes avec la radio. Mais elle s'est jamais éteinte, là. Mais tu l'entends plus. Fait que tout ce qui est sensoriel, donc un relâchement de mâchoire. Moi, je donne souvent le truc de regarder dans le fond de sa paupière pour que tu puisses continuer à regarder pour empêcher de remonter dans ta tête parce que c'est toujours un ou l'autre. Tu peux pas faire les deux en même temps. Le cerveau peut pas faire les deux. C'est comme si tu regardes un film puis que tu lis un livre. Souvent, là, surtout les jeunes, ils vont dire ça, là, ben moi, je suis capable de faire les deux. Faux. Tu peux faire les deux, un à la suite de l'autre, très, très, très rapidement. Ça, je te crois, mais le cerveau peut pas faire les deux en même temps. Fait que si tu te connectes sur ce qui est sensoriel, automatiquement, ça ralentit tes ondes cérébrales. Fait que ça, c'est le principal truc parce que, tu sais, moi, j'ai des gens qui vont sortir d'une séance d'hypnose super relaxés. Puis ils n'ont pas dormi, là. Fait que comment ça? Ben, parce que je t'ai sorti de ta tête. Ouais, exactement. C'est ça. Après ça, moi, je m'en sers pour changer une croyance puis pour faire notre travail, mais à la base, c'est ça. Fait qu'après ça, associé à ton sommeil, c'est le même principe. Puis si tu deviens très habile à faire ça, tu peux t'endormir très rapidement. Ouais. Il y a tellement de monde qui ont un sommeil de mauvaise qualité, qui dorment pas assez, que ça leur prend tellement de temps à s'endormir, parce que justement, le petit hamster, il roule, tu sais. Fait que ça, c'est un super beau conseil, tu sais, de revenir à nos sens, revenir à notre corps. Oui, puis si je peux faire le lien aussi avec l'hypnose, parce que tu viens de dire quelque chose que le hamster qui roule, fait que ça, on l'entend souvent, mais ça s'appelle la loupe striatale. Fait que c'est comme le cerveau qui a une question, puis il n'a pas la réponse. Fait qu'il cherche la question, il cherche la réponse. Fait que si tu fonctionnes par questionnement, est-ce que ça va bien aller demain? Est-ce que je vais être correct? Est-ce que mes enfants vont être en santé? Est-ce que whatever? Ben, tu te poses une question, tu n'as pas la réponse. Fait que ça roule. Puis en hypnose, on fonctionne par l'affirmation. On pose pas de questions. On affirme les choses. Fait que si on affirme les choses, il y a une réponse. Il n'y a pas un choix de réponse. Exact. Fait que si on fait la même chose pour notre sommeil, puis qu'on est dans l'affirmation, ben cette loupe-là, elle s'arrête, tu sais, parce que tu as une réponse, tu sais. Puis tu penses quoi des affirmations qu'on peut se dire nous-mêmes? Tu sais, exemple, on a quelque chose dans lequel on veut travailler, peut-être on veut travailler notre confiance en soi, puis justement, avant d'aller dormir ou le matin en se réveillant ou durant la journée, on se dit, tu sais, j'ai confiance en moi ou je suis le genre de personne qui a toujours confiance en moi ou tu sais, tu penses quoi de ces affirmations-là? Ben, on peut pas être contre la vertu. Fait que c'est pas mauvais, mais je te pose la question, ça veut dire quoi la confiance en soi? Ça se définit comment? Tu sais, pour moi, la confiance en soi, c'est pas d'avoir une pensée positive, c'est l'absence de pensée. Tu sais, la confiance, ce n'est que l'absence de doute, de faire quelque chose sans le questionner. C'est ça la confiance. Tu sais. Après ça, ben, si tu le questionnes pas, ça veut pas dire que tu vas l'avoir parfaitement, mais ça veut dire que tu le questionnes pas. Fait que tu le recadres, tu le réajustes, tu ajustes à tout ça. Tu sais. Si tu passes pas le questionner, tu es toujours dans ta tête. Donc, c'est sûr que là, après ça, la réponse peut être ouais, mais je le réussirai peut-être pas parce que l'autre fois, je l'ai pas réussi. Puis ça m'a amené un sentiment de déception, puis mon cerveau veut pas que je sois ça. Fait que je back. Je recule. Fait que là, on le voit comme la confiance en soi, mais c'est juste parce que tu t'es posé la question en réalité. Si tu t'es pas posé la question, ben tu le fais. C'est ça. Tu l'as la confiance pour le faire, tu sais. Que tu sois bon ou pas bon. Tu sais. Fait que si t'es pas bon, ben tu vas échouer ce que tu fais, mais c'est pas grave, tu le fais. Puis c'est tout. La vie, elle va s'occuper du reste, là, tu sais. Fait que les affirmations peuvent avoir leur place, mais faut savoir bien les formuler, j'imagine. Puis... En plus, en affirmation qu'en questionnement, premièrement. Puis oui, c'est sûr qu'entre une pensée positive et une pensée négative, t'es mieux d'avoir la positive. Fait que ça, on est d'accord. Puis évidemment, ben, encore là, c'est un grand psychiatre qui m'avait dit ça, mais sûrement que tu l'as déjà entendu, là. Il m'avait dit, moi, je me dis tout le temps, ça va être une très belle journée aujourd'hui. Ouais. Après ça, il dit, mon cerveau trouve les raisons pourquoi j'ai affirmé ça. Puis il les cherche, puis il les trouve, tu sais. Exactement. Ben notre attention va, notre énergie, notre attention, ça va sur ce sur quoi on focus, tu sais. C'est l'exemple typique de tu te mets à magasiner une voiture, puis là tu cherches, tu veux t'acheter une Civic rouge, puis là tu vois des Civic rouges partout. Ben si tu te dis que ça va pas bien puis t'es stressé, tu risques de trouver des agents stresseurs puis des raisons de stresser toute ta journée là, tu sais, toute la. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça l'aspect du sensoriel puis du cognitif, parce que ce qu'on discute là, c'est le cognitif, c'est la pensée. Fait que c'est pas mauvais. Mais si le cerveau, il sait pas quoi ressentir pour être heureux, ben, il est un peu dans le néant. Ouais. C'est là que qu'on veut amener l'aspect du sensoriel puis de dire, OK, mais ça veut dire quoi être bien? Ben, si le cerveau le sait pas, ben, c'est pas où aller, tu sais. Il faut que tu lui donnes l'option puis le chemin puis un guide à suivre qui est aussi sensoriel, pas juste par la pensée.
Ouais, parce que s'il sait pas où aller, il va retourner à ce qu'il connaît. Il va retourner à ce qu'il connaît parce que bien. c'est ce qui est relaxant, exactement. Tu sais. Ouais. Moi aussi, je te dis, à partir de maintenant, je veux que tu fasses des doubles axels. OK, mais si j'ai jamais été coaché à faire ça, je fais ça comment, moi, un double axel? Je le sais pas, là. Puis, tu sais, même si je le voyais, faut que tu le files, Faut que là, tu tu le sais. files, c'est ça. Ah, tu es une ancienne Exactement. patineuse, tu sais de quoi Ouais. je parle. Ben, ça me ferait à chaque fois que tu dis Black Soul parce que c'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'on avait parlé la première fois. On avait parlé de patin. Je pense que c'est ça sur Facebook. Mais oui, moi, j'ai patiné de 5 à 18 ans. J'ai coaché de 16 à 30, 31. Puis j'ai fait un petit comeback à la compétition à 29 ans, là, après 10 ans sans avoir compétitionné. À la série adulte? Ouais, j'avais fait adulte master, là, le top. Oui, Là, oui. puis, Je sais, j'ai des clients que je reçois ouais. qui sont dans cette catégorie-là, oui, certainement. Puis honnêtement, Pierre, là, pour ce comeback-là, j'ai mis tellement plus de temps puis de préparation dans mon mindset, ma préparation mentale. Je patinais, mettons, 3 fois semaine, des sessions de genre 1 heure et quart. Puis tu sais, dans le temps, là, c'était genre tous les jours, 3 heures, du hors-glace. Mais j'ai mis tellement d'emphase sur mon pilier mindset versus mon pilier entraînement puis hors-glace puis tout. Puis je suis arrivée, parce que moi, c'est ça, c'était, bon, je choquais souvent, manque de confiance en moi, je faisais des super belles choses en pratique, j'arrivais en compétition puis je floppais ou je popais, tu sais. Puis mon Dieu, que ça m'atteignait tellement, tellement, tellement. Puis j'arrivais en compétition, tu sais, à 14, 15, 16, 17 ans, jusqu'à 18 ans, puis c'est comme si je savais déjà que j'allais mal performer, en fait. Fait que c'est sûr que je me plantais. Puis à 29 ans, je me souviens, la première compétition, je l'ai pas dit à personne, j'ai été compétitionnée loin, là, pour pas que personne me connaisse. J'en ai fait une 3 semaines après, plus près de chez moi, puis j'avais invité, là, ma famille, mes élèves, tu sais, c'était vraiment cool. Puis les 2 fois, j'étais comme, aïe, je le sais que je vais bien patiner. Comme, c'est même, j'ai des frissons juste à te raconter ça parce que, justement, je me souviens du sensoriel, de la sensation. Puis j'ai tellement travaillé ça, je mettais ma musique dans mes oreilles, je visualisais, je le sentais, je me voyais avec la médaille, d'être fière de moi, d'atterrir mes sauts, tu sais. Fait que c'est fou, si j'avais su ça à 14, 15, 16 ans, j'aurais eu une carrière un peu différente. Oui, c'est ça, parce que ce qu'on veut, c'est bien paraître à 15, 16 ans, puis ça, on est dans l'âge critique, tu sais, fait que c'est sûr qu'on veut le podium, tu sais. Il faut décrocher de ce... Parce que souvent, il y a certainement des bonnes valeurs à tirer de ça. Fait que, tu sais, je veux pas les tasser, mais souvent, c'est que on prend la bonne valeur, puis on l'utilise mal, tu sais, parce que souvent, on va donner énormément de pression parce qu'on veut, puis on met ça sur le couvert du deuxième effort. Ben oui, mais là, il apprend le deuxième effort. Ouais, mais ça génère tellement de pression qu'ils arrivent à la fin de la carrière puis ils sont mal préparés à la suite des choses parce qu'ils savent pas, ils se connaissent même pas. Ah ouais, c'est clair. On parlait d'ego tantôt, là. Moi, quand j'ai arrêté de patiner, j'ai perdu mon identité, là. Tu sais, c'était comme, qui suis-je si je ne suis pas Claudia la patineuse, tu sais? Puis le deuil que tu passes à travers, puis j'étais fâchée après le patin pendant 2, 3, 4 ans, là, tu sais? Fait que, non, c'est quelque chose. Mais ça m'amène à penser au stress, tu sais, qui est quelque chose qu'on parlait. Je sais que tu as fait une conférence là-dessus dernièrement aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont stressés dans la vie. Il y a des mythes aussi avec le stress, hein? Y a-tu vraiment du bon stress? Y a-tu du mauvais stress? Le stress, c'est-tu pas juste une réponse physiologique? Il y a la perception du stress. Tu sais, moi, j'aime dire l'exemple, il peut y avoir une situation qui se passe dans ta face, on est 5 personnes, ben les 5 personnes, on va tous avoir une réponse physiologique, mais on va interpréter, percevoir, réagir différemment avec la même situation. Fait que bref, parlons du stress. Toi, comment tu le définis? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des gens bien stressés dans la vie? Il y en a qui sont bien stressés, mais qui le gèrent mieux. Faut-tu le gérer? Faut-tu l'accepter? Fait que, tu sais, parlons un peu de cette grosse bébite qu'est le stress qui nous préoccupe beaucoup. Ouais, qui est le mal du siècle, hein, parce que tout va tellement plus vite que c'est comme si ça va maintenant plus vite que notre cerveau. Fait que, tu sais, là, jusque dans les années 60, 80, même 90, ça accélérait, mais on dirait qu'on était capable de cogiter tout ça encore. Puis là, ça va tellement vite que ça va plus vite qu'on est capable de l'encaisser. Mais pour moi, le stress est ni positif ni négatif. C'est comme tu dis si bien, la réponse physiologique à une perception, à une situation. Ben, tu sais, si le stress qu'on ressent est devant une menace réelle, ben, il est positif, tu sais. C'est ça. Il est très positif. Tu sais. Souvent, le stress négatif, ça va être une perception en fonction d'une menace qui n'est pas réellement là, tu sais, qui est encore là liée à l'ego. Mais sinon, le stress, tu sais, l'hormone du cortisol, qui est libérée par les surrénales, si on n'en libère plus, on tombera à terre. Fait que c'est utile, là.
on en a besoin, là. Ça nous permet de fonctionner, là, tu sais. C'est Ouais. la surabondance. Puis c'est ça la différence entre une dépression et un burn-out. C'est qu'en burn-out, là, c'est un assèchement des surrénales qui fait que les surrénales libèrent plus le cortisol, puis on tombe dans des états de fatigue tellement profonds. Puis là, les performants, ils disent tout le temps ça, eux autres. Donne-moi 2 semaines, j'en reviens, t'en fais pas, parce qu'ils veulent revenir ce qui était. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mhm. C'est très, très long à ce que les surrénales se remettent à fonctionner. Fait qu'on veut pas se rendre là. Mais sinon, le stress, à la limite, c'est un peu banal. Notre cerveau, il est capable de le faire par lui-même, là, tu sais, de fonctionner avec le cortisol. Puis le reste, c'est une question, comme tu dis, de perception. Mhm. Puis comment on peut faire pour améliorer notre perception envers ces agents stresseurs-là pour pas être dans un stress chronique tout le temps? On parlait de la respiration tantôt que oui, mais Ouais. non. Ben, non, mais oui. Puis c'est drôle parce que c'est ce que je disais. On va en parler de la respiration parce que ma communauté va me bâcher dessus si j'en parle pas. Mais c'est que c'est essentiel quand même. Fait que c'est pas que je le Absolument. nègue parce que il y a une hormone qui s'appelle le DHEA qui est libérée, qui est un peu inversement proportionnelle au cortisol. OK. La respiration qui recrée comme la sécrétion de DHEA, c'est le déhydroépiandrostérone. Mais il l'appelle plus communément l'hormone de jouvence. Fait que c'est un hormone qui un peu ralentit le vieillissement. Fait que c'est tout le temps un ou l'autre. Donc, si tu as le cortisol dans le plafond, t'empêches l'autre d'être sécrété. Fait que c'est tout le temps un ou l'autre. Puis une des seules choses physiologiquement qui permet de sécréter du DHEA, c'est la respiration abdominale. C'est elle qui va passer ton système nerveux de sympathique à parasympathique. Fait que le sympathique, c'est pour te mettre devant la menace, pour réagir devant la menace. Puis le parasympathique, ça régule ton organisme, tu sais. Mais l'hormone du DHEA, elle fait plein de bonnes choses, là. Elle augmente l'aide au sommeil, elle aide au système immunitaire. Mais pour baisser le stress, peu importe si on est de nature anxieuse ou pas, ces exercices-là, parce que moi, je suis pas un anxieux dans la vie, mais j'ai un travail tellement mental que je le fais presque 2 fois par jour. 10 minutes, je m'arrête, je me reconnecte. Fait que j'ai rien à faire, là. Je suis pas un anxieux, j'ai pas de croyance à changer, mais j'ai besoin de me reconnecter pour chasser la fatigue qui vient de mon travail, puis baisser le niveau de cortisol, puis Ouais. retrouver la capacité puis le focus sur ce que j'ai à faire, là, tu sais. Mhm. Il y a une affaire dans la préparation de ma conférence que j'ai un petit peu découvert, mais puis là, je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu lié à l'hypnose. Là, tu sais, je le faisais sans le savoir. Ça s'appelle le Nixen. Connais-tu ça? Non. C'est hollandais. Puis, fait que les performants m'aimeront pas, là. Ou ils sont tellement pas habitués à ça que les autres considèrent que c'est une perte de temps, mais c'est tellement pas une perte de temps parce que c'est une reconnexion des chemins neuronaux dans le cerveau. C'est l'art de ne rien faire. Il faut que tu Ça, c'est apprennes à... dur. Ben, pour les perfectionnistes, les performants, c'est très difficile parce que les autres, ils veulent faire quelque chose, puis c'est le résultat de cette chose-là qui leur fait du bien. Exact. Fait que le Je reste, ils lève le ma voient. main. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'est ma clientèle beaucoup, ça. Mais il reste que ne rien faire, c'est faire quelque chose. Fait qu'il faut que ça fasse partie quasiment de ta routine, tu sais. C'est Parce ça. que moi, les athlètes avec qui je travaille, ils me disent, ils sont tous pareils. Je suis sûr que tu faisais ça. Quand il y a une grosse compétition qui s'en vient, ils veulent juste en faire plus, eux autres. Ils Ben veulent pas en oui. faire moins, là. C'est ça. Puis moi, je leur dis tout le temps, fais-les. Parce que tu es en forme, tu es capable d'en prendre. Tant que tu fais la même chose avec tes moments de repos. Il faut que tu augmentes tes moments de repos, sinon tu as beau être en forme, tu vas crasher quand même. Ça devient du surentraînement de toute façon. Fait qu'il faut toujours que tu gardes l'équilibre là-dedans, tu sais. Après ça, on parle d'athlète, mais c'est bon pour tout le monde, là. Ouais. La mère ou le père au foyer, hein. Il y a des pères au foyer. Absolument. Ou le comptable ou Ouais. tout ça, là, tu sais. Ne Mais le rien Nixon, faire. c'est relais là-dessus. Moi, je l'ai un peu découvert par hasard, tu sais. Puis OK. c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est parce que en plus dans la société, tu sais, d'aujourd'hui, on est toujours sur nos téléphones, on est surstimulé, on est distrait, on fait justement du multitasking, mais tu sais, il y a personne vraiment qui est fait pour faire du multitasking de façon efficace, là, tu sais. Fait que Vraiment. c'est ça, c'est de ralentir, de rien faire, de se connecter à sa respiration, à ses sens. Ben c'est ce qui nous ramène dans notre intuition, tu sais, si on revient à ce qu'on disait au début, à se connaître, puis à se donner ce qu'on a de besoin, puis à prendre conscience de peut-être ces patterns-là qu'on a encore, puis qu'on voudrait peut-être travailler ou laisser aller grâce à l'hypnose, entre autres, ou grâce à autre chose, tu sais. Comme outil, oui, mais tu sais, tu parles du multitasking, là. C'est pas tellement que tu fasses plusieurs choses, c'est que tu penses à une affaire pendant que tu fais celle-là. Fait que si tu as 4 affaires devant toi, mais que tu trouves la capacité de ramener ton attention sur chacune à chaque fois que tu le fais, puis que tu trouves le rythme, parce que tantôt, je te parlais de la connaissance de soi, ça, c'est un aspect, mais le reste, c'est une question de rythme. Fait que
le bien-être, la plénitude, pour moi, vient de deux choses. La connaissance de soi et la conscience du moment. Donc, ça veut dire que tu peux avoir 5 affaires devant toi, mais si tu es conscient de chaque chose puis que tu es concentré sur chacune de ces choses-là puis que tu maîtrises le rythme, il n'y en a pas tant de problèmes. Ouais. Le problème, c'est que si tu perds le contrôle de ces choses-là puis que tu vas absolument toutes les finir puis que tu perds le contrôle de ton rythme, c'est là que mentalement, ça devient difficile, tu sais. Mm-hmm. Exactement. C'est là que toutes les problématiques de stress mental, charge mentale rentrent en compte aussi, là. C'est tout relié. Ouais. Ouais. Ah, j'adore cette conversation-là, Pierre. Merci, merci, merci. Comment est-ce que les gens peuvent te suivre, éventuellement travailler avec toi? Où est-ce que tu te situes niveau géographique, virtuel, etc.? Là, explique-nous un petit peu tes services, puis comment on peut te suivre ou apprendre plus de ton expérience. Pour mon outil thérapeutique, ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est sûr que moi, je travaille pas avec les enfants parce que mon approche est plus guidée vers les adultes. À part les jeunes athlètes à partir de 11-12 ans, ça, parce que d'autres, ils savent ce qu'ils s'en viennent faire, tu sais. Okay. Sinon, mon bureau est à Longueuil. Je suis tout près du métro Longueuil. J'ai le site Internet, qui est le CHTL.ca. Fait que si vous voulez aller voir le site Internet, il y a sur mon site Internet, moi, j'ai un petit système de prise de rendez-vous automatique. Fait que moi, mes clients, je leur laisse entre les mains. J'ai pas le temps de gérer ça de toute façon. Puis ils prennent eux-mêmes leur rendez-vous. C'est le CHTL.ca. Puis oui, j'ai une page Facebook, juste ma page personnelle, Pierre Bouillon. C'est un peu ma page professionnelle. Puis j'ai le CHTL aussi, le Centre d'hypnose thérapeutique de Longueuil, qui est ma page pro. Mais tout ce que je mets sur ma page personnelle, c'est pro, là, tu sais. Ouais, donc, aussi, c'est ça que j'ai un Instagram où je mets les photos aussi, là, un peu comme toi. C'est ça que tu me dis. Ouais, fait que vous pouvez me suivre là-dessus. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Quand j'ai 2 secondes, moi, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis voilà. Ouais. Super. Je vais mettre ces liens-là dans la description du podcast, comme ça les gens peuvent aller communiquer avec toi, prendre rendez-vous, te découvrir. Pierre, j'ai une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités sur le podcast, mais avant de te la poser, je voulais te remercier encore de ta présence, ton énergie, ta passion, ton expertise. Ça fait tellement plaisir. J'ai appris plein de choses, puis comme tu as pu voir, te trigger plein de questions là pendant qu'on a go with the flow avec la conversation. Fait que merci vraiment beaucoup. Ça me fait plaisir. La dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Puis si tu peux nous la partager, nous dire un peu pourquoi. Ah, mon Dieu, une citation préférée. Ah, tu me prends de court. C'est pour ça que j'aime cette question-là. À la fin, ça prend toujours des gens de cours. Fait que c'est quoi la première qui va monter en tête, là, qui doit être partagée? J'en ai plein. J'en ai une que j'ai comme mentionnée cette semaine, fait que c'est elle qui me vient. Je dis souvent, puis je le mentionne souvent, l'intensité est payante, l'impulsivité coûte cher. Ça veut dire que tu peux être intense dans ce que tu fais, puis rester toi-même, puis le faire avec intensité. Fait que ça, c'est pas un problème, parce que souvent on confond les deux, mais c'est l'impulsivité qui coûte cher. Ouais. Fait que si on peut faire la distinction, fait que là, ça prend un niveau de conscience pour faire la distinction. Fait que ça se ramène un petit peu à tout ce qu'on dit. Fait que quand on est intense, on n'est pas moins stressé, c'est qu'on est plus anxieux parce qu'on est focus sur ce qu'on fait. Ah, c'est la première fois que je l'entends, celle-là. Puis on n'est plus drivé par nos émotions. Je le sais, c'est moi qui l'ai inventé. Moi, toutes les réflexions du dimanche soir, là, sauf exception que j'ai marqué, c'est des résultats de ce qui est sorti naturellement en consultation. Puis là, je m'amusais à faire ça, puis je le mettais comme dans ma réflexion du dimanche soir. Good. Ben, on va continuer Ouais, c'est ça. Merci. On va continuer à te suivre tes réflexions. Pierre, merci encore d'avoir été présent sur le podcast. Bonne journée.